Bonjour à vous, merci d'écouter ce que je souhaite vous raconter à propos de trois défaillances du mariage, trois phénomènes qui montrent que l'institution du mariage peut avoir des ratés. Il s'agit du célibat, du divorce et de l'adultère. Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, on peut observer partout une pression relativement importante émanant de la société à l'encontre des individus afin qu'ils se marient. Le mariage étant considéré comme le cadre officiel permettant que la procréation s'effectue, c'est-à-dire que des enfants naissent, c'est-à-dire que la société renouvelle ses membres et se perpétue, cette pression en faveur du mariage est donc à la fois logique et inévitable. Comme l'a écrit saint Thomas, ce qu'est la nourriture pour la santé de l'homme, le mariage l'est pour la santé du genre humain. Dès lors, puisque le mariage est un acte social, le célibat, qui est généralement synonyme d'absence de conception, en tout cas dans la grande majorité des sociétés du monde, le célibat sera considéré comme un acte antisocial. Ne pas faire d'enfants, c'est ne pas contribuer à la perpétuation de sa société. Ne pas faire d'enfants, c'est ne pas remplir son rôle de membre appartenant à la société. Ceci explique, au moins en partie, pourquoi les mariages non féconds, les couples sans enfants, sont souvent regardés avec étonnement, incompréhension, voire même désapprobation. Et ce sera aussi le cas avec les couples homosexuels, puisque ceux-ci sont, en principe, également non féconds. La pression en faveur du mariage est parfois tellement importante que dans certaines sociétés, le célibat est complètement impensable, voire même interdit, comme c'est le cas chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée. Aux yeux de la société, le célibat est une anomalie. Le célibataire, c'est un individu en marge, c'est quelqu'un qui ne remplit pas sa fonction, c'est un être inachevé, incomplet. Dans le vocabulaire de nombreuses langues, il n'existe d'ailleurs qu'un seul terme pour dire adulte et pour dire marié. Par définition, l'adulte se doit d'être marié. De la même manière, dans certaines langues, le mot célibataire n'existe pas. On parle d'individus pas encore mariés, et cette expression désigne d'ailleurs généralement des enfants. Le célibat est considéré comme une espèce de stade transitoire, l'enfance, stade qui ne peut que déboucher nécessairement sur le mariage, qui correspond à l'âge adulte. Le célibataire, c'est donc un être inachevé, un grand enfant qui refuse de devenir adulte. C'est aussi un être antisocial et égoïste, un être qui refuse de remplir son rôle dans la société. Fréquemment, on lui attribuera des problèmes psychologiques ou encore des tares physiques cachés. Si cet homme n'arrive pas à trouver une épouse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et puis, le célibataire, c'est aussi quelqu'un qui sera considéré comme dangereux, et notamment dangereux pour la paix des ménages. En effet, le célibataire n'a pas de femme. Il est donc frustré de tendresse et de sexe, et donc il va peut-être être tenté de s'intéresser à ma propre femme d'un petit peu trop près. Le célibataire est donc un véritable danger et il peut mettre en péril la paix des couples mariés. Finalement, les seules circonstances dans lesquelles le célibat est admis et même valorisé, c'est lorsqu'il est associé à l'exercice d'une fonction sociale importante, religieuse ou non, qui exige que l'individu renonce partiellement ou complètement à la sexualité et à la responsabilité de fonder une famille. C'est le cas notamment dans le catholicisme où le célibat est imposé aux prêtres et aux moines. Après le célibat, abordons un deuxième grand raté du mariage, le divorce. Le divorce se définit comme étant la rupture officielle d'un mariage. Cette notion existe dans de très nombreuses sociétés. Dans la Grèce antique, par exemple, le divorce était déjà autorisé, comme ce sera également le cas à Rome, jusqu'à ce que l'influence chrétienne parvienne à l'interdire totalement. Pendant des siècles, l'Occident chrétien a proscrit le divorce
considérant que le mariage était un sacrement indissoluble, l'homme et la femme étant unis devant Dieu pour l'éternité. Il faudra attendre la Révolution française de 1789 pour voir le divorce enfin réapparaître. Aujourd'hui, seuls 2 États continuent à interdire le divorce, les Philippines et le Vatican. Le christianisme est d'ailleurs le seul des 3 grands monothéismes à condamner et à interdire le divorce. Après le célibat et le divorce, la 3e grande défaillance qu'on peut observer dans l'institution du mariage, c'est l'adultère. Adultère qui consiste à avoir des relations extra-conjugales. L'adultère que l'on appelle parfois, de façon assez jolie, la parenthèse enchantée, ou de façon un petit peu plus gourmande, le fait de manger à la table d'à côté. Dans de nombreuses sociétés, le mariage va de pair avec la fidélité, et les manquements à cette obligation ont toujours été fortement désapprouvés. Surtout pour les femmes, évidemment, car valence différentielle des sexes oblige, c'est surtout l'adultère féminin qui est une hantise, une obsession, un fantasme terrifiant. Par contre, l'adultère masculin est beaucoup moins problématique. Après tout, il faut bien que l'homme puisse donner libre cours à ses pulsions. Et puis, du point de vue de l'homme, ce n'est pas lui le responsable. En effet, s'il va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, c'est toujours la faute de sa femme, qui ne lui donne pas satisfaction, ou la faute de sa maîtresse, qui l'a ensorcelé, ou celle de telle ou telle prostituée, qui l'a provoquée. Décidément, les femmes ont vraiment le vice dans le sang. Cette conception phallocratique explique sans doute pourquoi, le plus souvent, lorsqu'il y a adultère, la femme est davantage punie que son amant. Au XVIIe siècle, dans le nord de l'Italie, la femme adultère était mise à mort, tandis que l'homme devait purger une peine de 3 à 5 ans de prison. En France, jusqu'en 1975, le code pénal punissait la femme adultère d'une peine de prison, alors que son amant écopait d'une amende. Enfin, un peu partout en Europe et pendant très longtemps, le meurtre commis par un mari trompé sur son épouse adultère et sur son amant ont été considérés comme excusables. Après tout, le mari cocu ne fait que laver son honneur bafoué. Et à ce titre, ces crimes d'honneur étaient généralement peu poursuivis. Évidemment, ce qui vaut pour l'homme ne vaut pas nécessairement pour la femme. En Occident, et depuis l'Antiquité au moins, l'homme a droit au plaisir, mais pas la femme. Là où l'homme peut assumer ouvertement ses tendances érotiques comme une preuve de virilité, une preuve de puissance, la femme doit plutôt se montrer ignorante ou, à tout le moins, indifférente aux choses du sexe. Et donc, pendant que son épouse l'attend sagement à la maison, l'homme peut librement s'offrir une maîtresse, mais aussi une ou plusieurs prostituées, parce que finalement ça ne compte pas. Payer n'est pas tromper, disent certains. Pendant l'Antiquité grecque, on disait que les courtisanes, c'est-à-dire les prostituées, sont là pour le plaisir. Les concubines, c'est-à-dire les maîtresses, sont là pour les soins de tous les jours, pour l'hygiène finalement. Et les épouses sont là pour donner une descendance respectable et légitime, et pour garder le foyer. Mais finalement, quand on regarde autour de nous, peut-on se dire que les choses ont vraiment changé ? Au XIXe siècle, le philosophe Charles Fourier affirmait que nous étions toutes et tous cocus, l'adultère étant généralisé. On peut se poser la question de savoir si ce constat est toujours d'actualité aujourd'hui. L'infidélité dans le mariage est-elle toujours aussi fréquente aujourd'hui ? L'adultère étant par définition un comportement que l'on espère discret, il s'agit finalement de tromper le mari ou l'épouse, il est évidemment difficile d'obtenir des chiffres précis ou officiels qui donneraient des indications fiables sur l'ampleur du phénomène d'infidélité dans les couples. Aux États-Unis, dans les années 1970, un sondage anonyme à grande échelle a révélé que, tous âges confondus, 70% des femmes reconnaissaient avoir trompé leur mari au moins une fois, tandis que chez les hommes, le pourcentage grimpait à 92%.
Ce sondage insistait sur le fait que l'adultère pouvait avoir été commis avec ou sans l'accord du conjoint officiel et qu'il incluait bien sûr la fréquentation éventuelle de prostituées. En France, une étude scientifique et sociologique portant sur des tests de paternité a été réalisée en 2005 et elle a révélé que 4% des hommes élèvent l'enfant d'un autre sans le savoir, en étant persuadés qu'ils sont les pères biologiques de ces enfants adultérins. Autrement dit, même s'il est difficile d'en mesurer précisément l'ampleur, l'adultère reste un phénomène bien présent dans notre société moderne occidentale, où il n'est plus, à quelques exceptions près en tout cas, considéré comme un crime punissable par la loi. Si, dans l'histoire de notre société, la femme adultère a généralement subi des condamnations plus lourdes que l'homme, le constat ne sera pas bien différent dans les autres sociétés du monde. L'équité n'est pas toujours de mise, loin de là. Chez les Illinois des États-Unis, par exemple, seule la femme était punie. Elle avait le nez coupé et les cheveux arrachés avant de subir un viol collectif. Non seulement répréhensible et condamnable, l'adultère peut aussi être dangereux et particulièrement pour le mari. Chez les Samo du Burkina Faso, la femme qui couche avec un autre que son mari fait courir à ce dernier un danger pour sa santé et on attribue à l'infidélité de son épouse toutes les maladies que le malheureux mari cocu pourrait contracter. Chez les Dowayo du Cameroun, c'est encore pire, puisque tout ce qui arrive de néfaste à un homme est mis sur le compte de l'infidélité probable de sa femme. S'il se casse une jambe, c'est que son épouse a dû le tromper. S'il se fait mordre par un chien, c'est que son épouse a dû le tromper. Si la récolte est mauvaise, c'est que son épouse a dû le tromper. La femme a donc décidément un pouvoir maléfique. Et la femme adultère, ou supposée être adultère, est souvent regardée comme une espèce de pestiférée. Il est donc bien normal que son mari la punisse en la battant ou en la répudiant. L'idée, c'est que si un autre homme a pénétré ma femme, celle-ci est souillée, définitivement souillée. Il n'est donc plus question pour moi d'envisager d'avoir à nouveau des relations avec ma femme, elle est souillée. Dès lors, il est bien normal que je puisse m'en séparer et la remplacer par une autre. Véritable danger pour son mari, la femme adultère peut également constituer un péril pour ses futurs enfants. En effet, dans certaines sociétés, on attribue la naissance des enfants anormaux à l'infidélité de leur mère. Ces enfants seraient le résultat du mélange des spermes du mari et de l'amant dans le ventre de la femme. Décidément, il ne fait pas souvent bon être une femme dans notre monde, et encore moins une femme adultère. Si l'adultère est un comportement généralement considéré comme répréhensible, il arrive néanmoins qu'il soit parfois admis, ne serait-ce que dans certaines circonstances. Chez les Woda-Abe du Niger, par exemple, on considère que la femme mariée reste sexuellement libre. La coutume veut que l'amant qui rend une visite à une femme mariée laisse ses babouches à l'extérieur, à la porte de la case, pour bien signifier sa présence afin que les amants ne soient pas dérangés. Parfois admis, l'adultère peut aussi être parfois toléré dans certains cas, comme par exemple chez les Guayakis du Paraguay. Chaque année, une grande fête, qui pouvait durer plusieurs jours, était organisée. Et pendant celle-ci, les mariages et la fidélité étaient mis entre parenthèses, permettant à chacun et à chacune d'avoir des relations sexuelles totalement libres. La tolérance était donc de mise durant toute la période que duraient ces festivités. On retrouve ce même esprit, ce même principe avec les carnavals que nous connaissons chez nous. Carnavals qui constituent des fêtes qui reposent sur l'inversion des valeurs et la mise entre parenthèses de la morale traditionnelle. Le travestissement, le masque, permet de se comporter en toute discrétion sans se soucier d'une éventuelle sanction morale. C'est par exemple le cas au carnaval de Cologne, où le jeudi est appelé communément le jeudi des femmes, journée pendant laquelle les femmes peuvent tout se permettre sans craindre le qu'en dira-t-on. Enfin,
Il existe au moins une société qui a le bonheur de ne pas connaître l'adultère. C'est la société Mozo de Chine qui, ne pratiquant pas le mariage, ignore jusqu'à la notion même d'adultère. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je vous propose ici.